Euh, Vous allez voir que vous aurez au fur et à mesure l'occasion de poser des questions. À chaque fois, ça sera 3 questions parce que c'est difficile de commencer à l'heure déjà. De terminer à l'heure, c'est encore plus dur, mais nous y arriverons. Et donc, vous aurez 3 fois l'occasion de poser 3 questions, ce qui fait 9 pour ceux qui n'ont pas fait d'études. Voilà. Donc, je vous donnerai la parole au moment opportun. Euh, Quelques mots d'introduction, Jean-Manuel. Pourquoi, enfin, est-ce que c'est curieux, OSIRP et, pardon, et la FEOIT, pardon, j'ai une trachéite, euh, cette rencontre, pourquoi, et pourquoi ce débat, puisque c'est un débat dont il s'agit ce matin. Alors, avant de faire mon discours d'introduction, à cette question, on a des liens historiques, on va dire, avec la FOIT, parce que le CIRP a toujours été présente au sein du bureau et de son conseil d'administration, c'est la première des choses. La deuxième, c'est qu'on a financé un prix qui s'appelle OSIRP Francis Blanchard ou Francis Blanchard OSIRP, Francis Blanchard étant le directeur général de l'OIT. Et ce prix a pour mission de valoriser les thèses, je dirais des thésards, c'est le moment de le dire, sur l'OIT, thèse plutôt historique. Et donc, nous avons un prix qui existe depuis au moins une dizaine d'années. Donc, on a des liens étroits entre la FOIT et le CIRP. Et la troisième chose, c'est que, qui n'a strictement rien à voir, c'est que j'ai rencontré Gwenaël Proutot, que j'ai connu il y a 15 ans, qui avait disparu, mais il n'avait pas disparu complètement, il était toujours présent. Et c'est grâce à notre ami Chapon, Hervé, qui est présent, qui me l'avait présenté. Et nous nous sommes retrouvés quand il a pris la présidence de la FOIT, et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est dit, mais ça serait bien qu'on travaille ensemble. Donc, vous voyez, il y a 3 bonnes raisons. De l'amitié, de la fidélité sur ce qu'a fait le CIRP et la FOIT sur ce prix, et puis le fait qu'on a toujours accompagné la FOIT. Voilà ce que je voulais dire en préliminaire pour répondre à ta question, et j'espère que j'ai bien répondu. Tu as parfaitement répondu et tu peux même, si tu le souhaites, te placer au premier rang ou rester avec nous. Je vais à toi. lire un petit peu mon petit discours d'introduction. Mais bien sûr. Ah bah c'est gentil alors. Tu m'as dit 2 minutes, donc je vais regarder. Il a avalé une pendule, vous savez. Il y a pas, il y a, à chaque fois quand je pense à ça, je pense à Nougaro et au coq, vous voyez, qui avait avalé une pendule aussi, mais il n'a strictement rien à voir. Mesdames, Messieurs, merci pour votre présence. Je tiens au nom de l'OSIRP à remercier l'AIFOT, Association française pour l'OIT, Gwenaël Proutot, son président, Abdallah Moussaoui, son secrétaire général, de nous accueillir au CESE, 3e Assemblée de la République, pour cette réunion co-organisée avec le Lab OSIRP Autonomie. Merci également au CESE pour son accueil. Comme chacun d'entre nous a déjà entendu cette sinistre maxime, si tu veux la paix, prépare la guerre. Aujourd'hui, nous allons, avec l'Association française pour l'Organisation internationale du travail, lui préférer cette devise, si tu veux la paix, cultive la justice sociale. Vous l'expliquez, cher président de la FOIT, cette vision qui résume le mieux la vocation de l'OIT, créée en 1919, dans le cadre du traité de Versailles qui mettait fin à la Première Guerre mondiale. Unique agence tripartite de l'ONU, l'OIT réunit les représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs de 187 membres pour établir des normes internationales, élaborer des politiques et concevoir des programmes visant à promouvoir le travail décent, les droits fondamentaux au travail et la protection sociale pour tous, les hommes et les femmes dans le monde. Expliquer et valoriser le rôle de l'OIT, c'est la mission de la FOIT. Réfléchir aux enjeux de la protection sociale et du monde du travail, c'est la vocation du Lab OSIRP Autonomie. Le souci du dialogue social, du dialogue tripartite, organisation syndicale, patronale et gouvernement, est le principe de l'OIT, nous réunit aujourd'hui dans une perspective internationale. Parmi de nombreuses actions et les projets de la FOIT, je voudrais en citer 2, auxquels le CIRP, Union d'institutions de prévoyance au service de la vie autonome des salariés et de leurs familles, est attaché, le prix Francis Blanchard, je viens d'en parler, le challenge étudiant destiné à encourager les projets pédagogiques et à récompenser les travaux universitaires en lien avec les valeurs de l'OIT, et un autre grand projet qui appelle la mobilisation de nombreux partenaires, le colloque JOP 2024, c'est les Jeux Olympiques,
au premier trimestre 2024 dans le contexte porteur des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, aura pour terme agir pour que le parasport soit un sport comme les autres. Ce sujet-là, nous avons travaillé ensemble avec la FOIT, l'OIT, le BIT, plus d'autres, pour effectivement valoriser le parasport, qui est un élément intégrant, je dirais, dans la société. Vous savez, aujourd'hui, on parle de société inclusive. Alors, le mot, on l'aime ou on l'aime pas. En tout cas, on est dans une logique de société inclusive. Eh bien, il faut que cette inclusion, elle serve à quelque chose. Et le parasport en fait partie. Merci à nos intervenants, Gwenaël Proto, président de la FOIT, ancien fonctionnaire international, Jean-Claude Javilly, je devrais dire le professeur de droit des universités, et Ferdawes Vertani, fonctionnaire international au BIT de Tunis, qui sera en visioconférence avec nous. Afin de leur laisser la parole, permettez-moi de souligner qu'avec l'OIT et l'AFOIT, nous sommes dans le concret et dans l'actualité. Comme Gwenaël Proto le rappelait récemment dans Miroir social, la paix, le progrès social, la protection sociale et la possibilité pour chaque personne de vivre décemment de son travail sont des défis quotidiens, y compris pour les pays les plus riches. Je vous remercie. Merci Jean-Manuel. Merci Jean-Manuel. Quelques mots ont été dits qui vont être développés, tripartite, normes, programme, protection sociale pour tous. C'est tout le menu de cette matinée. Alors, Gwenaël, une question qui n'est pas évidente pour tout le monde, parce que quand j'ai entendu parler de l'AFOIT, je me suis demandé ce que c'était, très honnêtement. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire ce que ça signifie? J'ai bien compris que ce n'était pas un mouvement séparatiste breton ouvert à l'international, mais voilà. Son action, son rôle, son histoire? Alors, la FOIT est une association à but non lucratif qui a environ un peu plus de 20 ans et qui a un seul objet. Son objet, il est très clair, c'est de promouvoir les valeurs de l'OIT. Lorsque l'on dit cela, ça sous-entend qu'on le fait avec à la fois des moyens, des missions et des objectifs. Et nous avons 6 objectifs, dont 3 qui sont, de mon point de vue, essentiels. Le premier objectif, c'est de contribuer à la connaissance de l'OIT, son histoire, ses valeurs, ses missions, ses objectifs dans le monde français et francophone. Donc c'est très important, Patrick, de dire francophone parce qu'on ne s'intéresse pas uniquement au territoire métropolitain. C'est bien le monde de la francophonie qui nous intéresse. Le deuxième objectif majeur, me semble-t-il, c'est précisément d'organiser des colloques, d'organiser des travaux de recherche, des workshops, si j'utilise ce mot anglais, sur tout ce qui tourne autour des valeurs de l'OIT, que ce soit le travail normatif, le travail coopératif et pourquoi pas les travaux de débat et de réflexion comme ça pourrait être aujourd'hui. Et puis, il y a un autre objectif qui a été édicté par Jean-Manuel tout à l'heure, notamment sur l'importance que nous avons de diffuser l'information dans le milieu universitaire et estudiantin. Et à ce titre, les 2 marqueurs, me semble-t-il, importants de notre association, c'est ce fameux prix Francis Blanchard, qui est doté, grâce à l'OCIRP, d'une somme assez conséquente, où on privilégie les travaux, et pas simplement des thèses, mais tous les travaux qui ont attrait notamment à l'application des normes, à l'effectivité des normes, tout ce qui concerne finalement le travail normatif de l'OIT. Et puis, nous avons, pour répondre à l'objectif notamment de diffuser les valeurs de l'OIT dans le monde universitaire, créé un challenge qui est aussi un deuxième marqueur important de notre association, puisque ce challenge consiste à demander à des étudiants en master, alors de droit social, mais pas que, de gestion et pourquoi pas d'histoire, de proposer un travail en une dizaine de pages sur l'OIT. Alors, c'est les valeurs, les normes, la coopération technique, enfin, tous les sujets qui tournent autour de l'OIT. Et nous organisons donc un challenge doté de prix symboliques, mais c'est extrêmement important parce qu'on s'est rendu compte finalement que les étudiants se prêtaient au jeu grâce aux enseignants et que ça devenait un véritable projet pédagogique. Et c'est une façon, me semble-t-il, et je regarde le professeur Jean-Claude Javillier, de faire en sorte qu'un des objectifs de diffuser le savoir de l'OIT dans le monde estudiantin universitaire se fait. C'est par le biais de ce challenge. Alors, moi, je suis président depuis peu, mais je continue tout le travail qui a été relativement conséquent des années passées, avec 2 objets un peu différents, mais toujours dans cette continuité, c'est
dire qui on est, donc communiquer au maximum. Et encore une fois, Patrick, aujourd'hui, c'est une façon de communiquer sur notre association. Et puis, c'est le partenariat qui est extrêmement important parce que nous avons des ambitions, mais nous avons des moyens qui sont si limités. Et donc, la logique partenariale est primordiale. On peut tout faire, mais on peut tout faire à plusieurs. Et donc, c'est aussi l'objet des travaux que nous menons avec le CIRP. Et nous remercions, au nom du conseil d'administration, le nous est évidemment collectif, nous remercions le CIRP d'être fidèle, toujours force de proposition, d'être un partenaire privilégié et nous souhaitons que ça continue, bien entendu. J'espère que je n'ai pas été trop long et suffisamment clair pour dire ce que nous faisions dans cette association. Parfait. On va continuer avec vous sur ce que signifie tripartite. Est-ce que, alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette trinité laïque? C'est vrai que dans un monde judéo-chrétien, le tripartisme fait allusion évidemment à la Trinité, mais voilà, Trinité sur mer aussi. Hein. Oui, oui. Trinité sur mer, oui. Le triskel breton, par exemple, hein, c'est 3 branches. Bon, enfin, j'arrête là parce que c'est pas l'objet, évidemment. La particularité, c'est le tripartisme, c'est-à-dire que rien ne peut se faire sans qu'il y ait 3 composantes qui sont consubstantielles les unes des autres. Donc, les gouvernements, les organisations patronales et les syndicats. Et donc, quand un pays adhère à l'OIT, ce n'est pas un gouvernement, c'est forcément avec les branches représentantes des organisations patronales, les organisations syndicales salariées et les membres du gouvernement. Et quand on prend une décision ou une ratification d'une convention, ça ne peut se faire que si le triptyque est d'accord pour le faire. Donc, le tripartisme est une composante très particulière de l'OIT. C'est, on le verra tout à l'heure, probablement le seul organisme onusien qui a cette gouvernance avec une décision tripartite. C'est un marqueur très fort. Et ça explique les moyens d'action, puisque la critique que l'on fait, que l'on entend généralement, c'est qu'il y a des organisations. On va d'ailleurs parler de la différence qui existe entre l'OIT et le BIT. Mais souvent, on dit, bon, bah, ce sont des organisations, c'est très bien, mais il n'y a pas forcément derrière une action, ou en tout cas une action coordonnée ou des actions. Alors, bien au contraire, il y a des actions coordonnées. C'est-à-dire que quand on ratifie à 3 une convention ou un protocole, ou lorsqu'on prend une décision qui est une décision collégiale des 3 membres, ça veut dire qu'on est dans une logique où le discours est favorisé entre les partenaires sociaux, patronat, ouvriers, syndicats, avec la bénédiction évidemment du gouvernement. Bien au contraire, là où le tripartisme est présent, les choses vont beaucoup plus vite, sont beaucoup plus efficaces. Il y a une effectivité qui est marquée par rapport en fait à des décisions qui seraient prises sans l'accord de l'un des 3 membres. Et donc, c'est extrêmement flagrant. Nous verrons tout à l'heure, en dernière partie de cette présentation, un exemple concret de mise en œuvre d'un travail normatif dans un pays qui est la Tunisie. C'est que la Tunisie est à la croisée des chemins. N'empêche que la Tunisie est un pays qui a signé et ratifié énormément de conventions normatives de l'OIT. Et on verra un cas pratique, grâce notamment au travail des partenaires sociaux et du gouvernement. C'est un exemple, je crois, assez remarquable pour montrer comment les choses se passent, y compris dans des pays qui souffreraient momentanément d'une gouvernance politique. Et Gwenaël, la différence entre l'OIT et le BIT, on a l'impression que ce sont des sœurs jumelles. Alors moi-même, je peux être amené aujourd'hui peut-être à vous parler du BIT lorsqu'il s'agit de l'OIT, de vous parler de l'OIT lorsqu'il s'agit du BIT. Mais si vous l'acceptez, Patrick, par la présentation PowerPoint qui va être faite, on verra bien le distinguo entre l'OIT, instance de gouvernance, et le BIT, instance opérationnelle de l'OIT. Ça vous convient? Parfait. Très bien. Alors, c'est là que je vais... Bien sûr.
Je mets en plein écran. Le mode de présentation, il est là. Tac. Voilà, on va aller. C'est ça la présentation. Ouais, ok. Donc, je vais mettre ça en. Voilà. Et moi, c'est les joies du direct. Je vous propose, avec le professeur Jean-Claude Javillier, mais également avec Ouertani Ferdawes, qui se trouve en Tunisie, de vous faire cette présentation en 5 points. La première partie, on expliquera vite et très rapidement l'histoire, l'origine, les principes, l'objet, les missions de l'OIT. On parlera ensuite de la gouvernance, qui est la gouvernance très particulière, mais Patrick, en me posant la question sur le tripartisme, on répond déjà à cette identité. On parlera ensuite des 2 grandes activités de l'OIT et du BIT, à savoir le travail normatif, et je laisserai la parole au professeur Jean-Claude Javillier. Mais il y a aussi une autre partie importante de l'OIT qu'on connaît un peu moins, qui est l'activité de coopération technique. On verra que c'est extrêmement présent puisque l'OIT accompagne 771 projets dans environ une soixantaine de pays. Et puis, on parlera du particularisme de nos conventions, et notamment avec une distinction importante, les conventions de gouvernance, les conventions fondamentales et les conventions techniques. Donc, le professeur Jean-Claude Javillier nous expliquera quel est le distinguo entre la gouvernance, les conventions fondamentales et celles qui seraient purement techniques. Et enfin, pour vous dire qu'on est aussi dans un monde extrêmement pratique, extrêmement opérationnel, on vous montrera par un cas pratique une application du travail normatif dans un pays à travers un programme tenu par le BIT de Tunisie qui s'appelle Fair Recruitment, le recrutement équitable. C'est l'application ni plus ni moins des normes internationales sur le recrutement équitable, sur les migrants signés par la Tunisie. Donc voilà, 5 points. Et j'espère que, à travers cet exposé, on va bien distinguer ce qu'est l'OIT de ce qu'est le BIT. Merci Gwenaël pour ce déroulé donc, que nous allons suivre, bien évidemment. Des questions? Vous avez le droit, hein, vous pouvez, on en prend 3. Donc, c'est le triptyque. Tout était très clair, très bien. Bon, on me fait comme ça, donc ça veut dire que vous êtes tous studieux. Ben, vous pourrez poser vos questions un petit peu plus tard aussi. Alors, vous l'avez dit, je suis désolé hein, pour la trachéite. Vous nous avez, Gwenaël, donné tout le déroulé en fait de notre matinée, en particulier la fonction particulière, les missions qui sont celles de l'OIT et la différence qu'il y a avec le BIT. On en reparlera, mais souvent les journalistes confondent les deux d'ailleurs, comme le grand public. La question que je voulais vous poser et faire intervenir le professeur Jean-Claude Javillier, qui est studieux et qui prend des notes juste à côté de vous, c'est de savoir en quoi... il y a 2 grands champs d'action dans ce que j'ai pu comprendre. Il y a les activités normatives, c'est-à-dire la production du droit, et puis il y a les coopérations techniques, la mise en place et le suivi. Alors, on va pouvoir parler de tout cela. La première question, en fait, Gwenaël, c'est votre connaissance du monde du travail. Vous nous avez dit que l'organisation est tripartite et donc qu'il y a des représentants à la fois des employeurs, des représentants des travailleurs, on va les appeler comme ça, et puis des représentants des pouvoirs publics, et que finalement, ça fonctionne très bien puisque c'est une action commune, conjointe, et vous allez dans la même direction. Alors, cette expertise, ce monde du travail, comment elle se met en mouvement quand on est dans une organisation qui, par définition, est internationale? Chers amis, petit bouton rouge, oui. Je remercie infiniment notre ami journaliste et bien sûr aussi pour son invitation à l'organisation de cette réunion.
Est-ce que j'oserais m'exprimer librement? J'ai servi et je sers toujours l'Organisation des Nations Unies, mais la liberté n'étant plus fonctionnaire international, de donner mon sentiment libre. Et je voudrais vous dire que tout n'est pas magnifique, tout n'est pas merveilleux dans le monde d'aujourd'hui et que de profonds changements sont en cours qui sans doute seront des défis considérables pour nos valeurs et la façon dont nous voyons les questions du travail et les questions sociales. Et je pense que ce que je veux dire, c'est que travailler sur le plan international suppose pour un juriste de sortir de sa zone de confort. J'avais le sentiment, j'ai toujours œuvré pour l'Organisation internationale du travail, mais d'abord de l'extérieur puis à l'intérieur, et j'ai toujours eu le sentiment de pouvoir exprimer un point de vue sur les normes qui soit le point de vue qui nous permette d'avancer, etc. J'ai profondément changé. Je pense que nous devons regarder le monde, comme dirait Marguerite Yourcenar, avec les yeux ouverts. Et comme juriste, je dois le dire, ma conception du droit d'origine n'est pas celle qui prévaut dans le monde. J'ai assisté au département des normes à un changement considérable, j'ose le dire tout de suite, linguistique. Nous sommes passés du français à l'anglais. Vous savez que nous avons 3 langues officielles, l'anglais, l'espagnol et le français. Et donc, je dois dire que ça change profondément les choses. Travailler avec la perspective de la langue anglaise ou le globish et la common law, ce n'est pas la même chose. Et que dire lorsque nous travaillons avec nos amis chinois, avec nos amis du monde arabe, etc. Donc, simplement pour vous dire qu'au fond, il y a certes un tripartisme, mais le monde est profondément divers et le droit est loin de fonctionner de façon unique. Une chose que je voulais vous dire aussi, je trouve quand même que beaucoup de juristes des pays occidentaux, surtout des pays continentaux, pensent toujours hard law, droit dur, c'est-à-dire au fond la législation. Leur pensée est pyramidale. Leur vision des choses est encore une vision qui part des cieux, quelquefois, pour aller sur la terre sans jamais atterrir, ni se préoccuper de l'effectivité. Je crois qu'en réalité, il faut changer notre vision des choses. Il faut aller à la rencontre des autres. Et je veux le dire pour les jeunes, les étudiantes et les étudiants, nous apprenons énormément des autres. Cela nous perturbe, mais nous apprenons. Et deuxième chose que je voulais dire, sur le tripartisme, bien sûr, le tripartisme est fondamental et nous sommes des croyants du tripartisme. Mais je dois vous dire que les choses changent et que certainement, nous sommes tous conscients que les organisations d'employeurs et de travailleurs dans le monde sont confrontées à des défis, à des difficultés qu'il faut absolument prendre en considération. Il y a eu un affaiblissement des forces syndicales et patronales et nous devons en quelque sorte agir pour contrer cet affaiblissement qui ne fait d'une certaine façon que croître. Et je voudrais aussi vous dire que de ce point de vue, les jeunes me posent souvent la question, le tripartisme, et alors les ONG? Mes chers amis, nous devons œuvrer avec toutes les parties prenantes, c'est-à-dire c'est un peu le tripartisme plus. Mais je dois vous dire, et je termine là-dessus, qu'en réalité le juriste doit être toujours méfiant et prudent. Une chose, j'ai travaillé dans l'autobus avec ChatGPT. Je me suis dit, je vais regarder cette fois-ci, qu'est-ce qu'ils vont me dire sur la commission des normes, etc. Tout en 20 secondes. Donc, autrement dit, il nous faut réfléchir, utiliser notre pensée, nos valeurs humaines pour conforter un certain nombre de choses. Mais pour revenir au tripartisme plus, les ONG, il y a anges et démons. Nous le savons très bien. Nous sommes pour les anges et il faut les faire monter à bord. De même que je voudrais remercier nos amis journalistes qui contribuent considérablement et dans nos conditions souvent si difficiles à la connaissance des réalités qui alimentent notamment le système des normes. Merci aux amis journalistes. Ben merci Jean-Claude, merci monsieur le professeur pour tout ça. Alors, effectivement, Anges et démons, je crois que c'est un roman de Dan Brown. On est déjà dans le complot. Vous disiez que il y avait l'anglais, l'espagnol et le français, que notre langue et peut-être notre influence est en baisse. Alors, vous nous avez dit que vous étiez
croyant du tripartisme, on peut même dire pratiquant, hein, croyant et pratiquant en raison de la laïcité du début du tripartisme. Alors, Gwenaëlle, concrètement, comment ça se passe en fait? Parlez-nous de la façon dont on organise des rencontres et dans la façon dont on en parlera aussi avec vous, Jean-Claude, après, comment on contrôle des actions, comment on les met, en quoi, c'est plein de questions en même temps, mais voilà, c'est bien de faire quelque chose, mais c'est encore mieux de le contrôler. Et puis, n'est-ce pas, monsieur le professeur, de temps en temps, il faut sanctionner les mauvais élèves. Et donc, quelles sanctions existent et comment tout cela fonctionne? Gwenaëlle et bien évidemment Jean-Claude Javillier, comme vous le souhaitez, dans l'ordre où vous le souhaitez. Patrick, permettez-moi de vous répondre un peu plus tard à cette question que je ferai conjointement avec le professeur Jean-Claude Javillier, pour bien comprendre notamment comment on peut sanctionner un pays qui aurait ratifié une norme et qui ne la respecterait pas, qui ne l'appliquerait pas. Il faut comprendre précisément avant un peu l'histoire et le travail normatif. Pardonnez-moi, je prends quelques instants pour rappeler simplement que c'est une institution qui a un peu plus de 100 ans. Elle est née en 1919 par le traité de Versailles. Donc, je vous rappelle que le traité de Versailles était le traité qui mettait fin à la guerre, à la Première Guerre mondiale, qui était avant tout une guerre industrielle, hein, une guerre de nations qui sortaient du monde industriel. Donc fondée en 1919, avec une idée qui était relativement très simple, c'est-à-dire que c'est la justice sociale finalement qui était essentielle à la paix durable. Autrement dit, si on légiférait notamment sur le travail, la protection sociale, on était garanti qu'on n'allait pas piquer dans le pays voisin à la fois les travailleurs et qu'on était dans une logique garante notamment de cette paix qui était souhaitée. Alors, il y avait évidemment dans cette idée un humanisme philosophique, faire en sorte que le monde soit meilleur en légiférant par le travail, faire en sorte que la protection sociale élève les gens, élève les individus. Et dès lors que nous étions dans cette logique, on s'est très vite rendu compte que l'idée sous-jacente, c'était de dire que grâce au travail, on est dans une logique de progrès moral, de progrès technique, de progrès économique pour les individus, et qu'on était en train de bâtir finalement un monde qui serait meilleur. Alors aujourd'hui, l'OIT a gardé évidemment ses principes, ses valeurs premières, ses 187 membres qui sont adhérents. Ça ne veut pas dire que les 187 pays adhérents ont ratifié l'ensemble des conventions. Loin s'en faut. Vous verrez tout à l'heure plus précisément. Et puis, dès lors qu'on a créé cette belle institution, un marqueur très fort, le tripartisme. On ne peut rien faire, puisqu'on est dans la notion de travail, sans les organisations syndicales, sans les organisations d'employeurs et sans les gouvernements. Donc voilà, 1919. Et dès 1919, il y a 4 principes forts qui ont été dictés et qui sont encore les principes de fonctionnement de l'OIT. La paix universelle n'est durable parce qu'elle est fondée sur la justice sociale. Rappelez-vous le slogan, si tu veux la paix, cultive la justice. Et donc ça, c'est un élément, un principe relativement fort. Et tous les travaux de l'OIT, que ce soit les travaux normatifs ou les travaux d'activité technique, de coopération technique, sont marqués par cette idée. Deuxième élément, le travail n'est pas une marchandise. Alors, nous sommes en 2023. Nous savons qu'il y a certains pays où les individus salariés ou employés sont des marchandises. Vous avez certains droits de certains pays où le salarié ou l'employé, l'ouvrier est un bien meuble. C'est-à-dire qu'il appartient à l'employeur et il est corvéable à merci en 2023. D'où un travail normatif extrêmement important pour combattre toute cette forme, je dirais, d'esclavagisme. Autre principe de 1919, qu'on retrouve encore en 2023 dans les travaux de l'OIT, la liberté d'expression et d'association. Là, on fait allusion essentiellement, vous l'avez compris, aux associations de travailleurs et notamment l'ensemble des organisations syndicales salariées. Et puis, autre marqueur, autre principe, eh bien, je me permets de vous lire cette phrase, hein, tous les êtres humains, quelle que soit leur race, leur croyance et leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel
avec les chances égales. Et donc ça, c'est également un marqueur extrêmement important puisque ça a généré par la suite tout le travail normatif sur les non-discriminations, l'équité du genre, l'abandon du travail des enfants, etc., etc., etc. Et croyez-moi, en 2023, c'est encore dans beaucoup de pays d'actualité. Donc voilà les principes fondateurs, et ce sont les principes qui ont permis notamment à l'OIT de mettre en œuvre 4 objectifs. Ces 4 objectifs, on en a parlé, donc c'est les normes du travail, hein, des normes, vous le verrez, ce n'est pas un texte juridique, la norme n'est pas un texte juridique. Ce sont des grandes intentions qui, lorsqu'elles sont ratifiées, permettent à chaque pays de modifier son droit, de mettre à jour son droit ou de légiférer. C'est aussi un élément extrêmement fort en termes d'objectifs. Il n'y a pas d'intervention technique du BIT dans les pays sans parler du possibilité pour les femmes et les hommes d'obtenir un emploi décent. D'ores et déjà, je tiens à vous dire que l'objectif 8 du développement du plan 2030 développement durable de l'ONU, des Nations Unies, c'est l'objectif 8 de l'OIT. C'est son objectif. Seul l'OIT contribue à cet objectif. Et puis, évidemment, c'est la protection sociale, l'accroissement de la protection sociale. Dans cette idée où on est dans une logique de progrès moral, de progrès économique, de progrès social, le travail amène la protection sociale. Et donc, quand on travaille, on a une protection sociale. Et donc, on doit évidemment étendre le bénéfice de cette protection sociale à l'ensemble des travailleurs, mais pas que. Et puis enfin, le renforcement du tripartisme et du dialogue social, puisque, comme on l'a dit, même si ça ne suffit pas aujourd'hui, comme le disait le professeur Jean-Claude Javillier, notamment avec l'avènement des ONG, etc., n'empêche qu'on insiste pour que le travail soit un travail tripartite. C'est primordial. Donc voilà les objectifs. Et à partir de là, eh bien évidemment, les missions ont été élaborées. Et les missions de 1919 sont les missions de 2023. Donc, on accompagne les pays pour élaborer des programmes internationaux. L'exemple que je vais vous donner, c'est avec ce que nous présentera tout à l'heure Ferdowes Wartani sur le programme FAIR 3, qui est un programme qui a été conçu par le BIT, par l'OIT et le BIT, et qui s'appuie sur les normes ratifiées dans certains pays qu'on applique en termes de programme dans certains pays. Mais c'est également le cœur du recteur, si je peux m'exprimer ainsi, l'établissement des normes internationales du travail. Aujourd'hui, il y a 190 normes. 190 normes. Certaines sont désuètes, certaines ne sont plus efficaces, mais on voit bien qu'en 100 ans, voilà, les membres qui constituent l'OIT eh bien, travaillent toujours sur cette réflexion. Par exemple, on le verra un peu plus tard avec la gouvernance, le programme de travail qui va avoir lieu au mois de juin des États présents ils vont travailler sur la transition équitable. La transition équitable, ce n'est pas simplement le développement des emplois verts, hein. C'est l'informalité vers la formalité, l'abandon du travail des enfants, l'équité du genre, etc., etc., etc. Et puis, il y a une autre mission, c'est tous les programmes de coopération technique. Je tiens à vous dire, par exemple, que la France, avec son agence de développement, l'AFD, passe des accords avec les BIT dans certains pays pour financer notamment de la coopération technique. C'est à la fois le travail des femmes, c'est à la fois l'entrepreneuriat, c'est à la fois des éléments qui s'appuient sur les normes internationales du travail et qui sont mis en œuvre par des fonctionnaires internationaux en poste dans certains pays où les bureaux du BIT sont présents. Et puis, c'est aussi quelque chose qu'on ne sait pas trop, mais c'est l'exécution de programmes de formation, d'éducation. Alors, de formation, il faut que vous sachiez qu'il y a un centre international de formation à Turin qui appartient à l'OIT, où on y accède évidemment soit en étudiant libre, soit proposé par le tripartisme, et on y voit à la fois des formations qualifiantes, des formations diplômantes et des formations doctorantes, des travaux de recherche, mais c'est aussi des programmes d'éducation. Moi, je fais allusion, par exemple, au fait qu'en Tunisie, on doit former 20 000 jeunes sans emploi aux soft skills, c'est-à-dire au comportement attendu par les entreprises en termes de savoir-être, etc. Et puis, c'est des travaux de recherche méconnus, mais extrêmement intéressants.
Et je vous inviterai, grâce au site de l'OIT, de voir toutes les publications qui sont nombreuses et variées et qui font référence. Personnellement, dans certains de mes travaux, je vais dans la base de données documentaire de l'OIT et vraiment, les travaux de recherche et de publication sont plutôt remarquables. Et puis, je vous rappelle aussi un élément qui nous permet d'être en comparaison permanente avec les autres économies, c'est le taux de chômage selon le BIT. Taux de chômage en France selon le BIT, avec une polémique parfois avec Pôle emploi sur à la fois le nombre de demandeurs d'emploi et puis le taux de chômage qui croît ou qui décroît, inversement au nombre d'inscrits à Pôle emploi. Mais on compare l'ensemble des économies avec un taux de chômage qui est la norme du Bureau international du travail. Alors, comme je vous l'ai dit, toujours pour rester dans la présentation de l'Organisation internationale du travail, c'est 771 projets, c'est une présence dans 41 pays. La présence, ce n'est pas la présence de l'OIT, c'est la présence du BIT, du Bureau international du travail. Je l'expliquerai, Patrick, pour répondre à votre question tout à l'heure à cette petite nuance. Donc, c'est 771 programmes d'activités coopératives dans les pays. C'est quand même quelque chose d'énorme. Alors, aujourd'hui, on l'a compris, on a une histoire, on a des missions, on a des objectifs. Et puis, comme je vous l'ai dit en termes de marqueurs, c'est une organisation onusienne tripartite. Donc, c'est la seule organisation tripartite. Et puis, elle est constituée évidemment par les syndicats, par les organisations patronales, enfin employeurs, et les gouvernements. Et puis, quand vous verrez sur certains logos 3 clés, les 3 clés qui apparaissent ici à l'écran, c'est le symbole de l'OIT pour montrer qu'on est bien dans une logique tripartite. Alors, c'est quoi l'OIT? L'OIT, c'est d'abord un organe qu'on appelle la Conférence internationale du travail, là où sont présents une fois par an l'ensemble des pays adhérents à l'OIT, et sur lequel on détermine les normes, on modifie les normes, on amende les normes, on discute de sujets. La prochaine discussion sera sur la transition équitable. Et c'est véritablement, je dirais, le parlement institutionnel de l'OIT. Et donc, au mois de juin, du 3 au 15 juin, vous avez les 190 pays avec les représentants patronaux, salariés et gouvernements qui seront présents. Évidemment, ces gens viennent avec leurs conseillers. Et donc, c'est un monde fou présent à Genève durant cette quinzaine. Et puis, vous avez issu de ces pays un conseil d'administration qui est le véritable comité exécutif. 28 membres, 24 membres du gouvernement, 14 travailleurs, 14 employeurs. C'est l'orientation des travaux. Et puis, vous avez un bureau à Genève qu'on appelle le Bureau international du travail avec une direction, c'est le secrétariat permanent. Et en fait, ces 3 instances constituent l'OIT. Mais dès lors qu'on met en application dans les pays les normes, les coopérations techniques, on parlera du BIT, du Bureau international du travail. Donc le BIT ne travaille pas sur les normes, le BIT met en œuvre opérationnellement ce que l'OIT a décidé. Donc la distinction entre l'Organisation internationale du travail et le bureau, elle est liée au fait qu'il y a une tête pensante, une tête de gouvernance, et puis une tête qui met en œuvre opérationnellement la stratégie décidée par l'OIT. Voilà ce que je voulais dire pour distinguer le bureau de l'organisation. Merci, Gonaël. Non, on n'est pas bavard, c'est extrêmement clair et c'est nécessaire de savoir de quoi l'on parle exactement. Vous parliez justement de cette expression qui est tout à fait intéressante, de mettre le droit à jour. Je me tourne vers vous, monsieur le professeur, sur ce travail normatif, justement. Comment il est élaboré, en quoi il influence véritablement le droit, c'est-à-dire en quoi il est créateur de droit, non pas du droit qui vient d'en haut, mais du droit qui vient au moins de trois composantes dont Gonaël nous parlait. Je vous en prie. Juste une petite observation préalable. Je m'appelle Jean-Claude, Monsieur le Président. Monsieur le professeur, toujours. Bon, alors, simplement pour revenir à ce que nous disions… Je vais enlever la photo dans ma chambre de Jean-Claude et je ne mettrai plus d'encens. C'est promis. Sérieusement,
Autre chose que je voulais te dire, parce que là, je vais t'attaquer directement. En réalité, tu as semblé dire qu'il y avait du droit et ce qui n'était pas du droit. Tu as dit des déclarations, des éléments de principe, etc. Ce n'est pas du droit. J'ai cru comprendre ça. Non? Alors, je te dis. Alors, très bien. Parce que tout est du droit, ou tout peut devenir du droit. Et je l'ai dit tout à l'heure, je crois qu'il faut absolument réunir droit souple et droit dur, entre guillemets. Parce que l'OIT, depuis ses origines, a fait preuve d'une créativité en matière juridique que je veux souligner. Puisque dès le départ, nous avons, diraient les Français, des lois, puis des éléments plus souples, des recommandations, des déclarations, etc. Ça, c'est un premier élément. Je crois que c'est important parce que nous devons absolument prendre en compte la diversité des situations juridiques pour bien comprendre comment nous allons agir tous ensemble dans des contextes différents. Par exemple, il y a des pays dans lesquels les normes internationales du travail ratifiées s'appliquent directement, les systèmes monistes, et puis d'autres dans lesquels il faut des textes d'application. Mais ça n'a pas d'importance. Ce qu'il faut, je vous le dis quand même, et ça a été pour moi une source de difficulté, c'est respecter la souveraineté, les différences des pays. Au passage, je tiens à souligner quand même que la paix n'est durable que si elle est construite sur la base de souveraineté et de respect mutuel. Donc, c'est important que le droit contribue à cela. Autre chose que je voulais dire, tu as dit très justement que l'un de nos soucis doit être, j'allais dire, l'informel, les zones de non-droit. Je crois que pendant très longtemps, aux origines, nous avons considéré, c'est sans doute l'influence de l'Occident, parce que vous savez, nos normes viennent de courants de pensée lointains, profonds, qu'il faut d'ailleurs toujours, d'une certaine façon, réintroduire, notamment pour les jeunes à l'heure actuelle. La lecture de la Déclaration de Philadelphie du 10 mai 1944, page 23 et suivante de la Constitution. En plus, pour faire de l'anglais, c'est génial. Il y a l'anglais à gauche et le français à droite, ou les autres textes avec d'autres langues. Eh bien, écoutez, c'est un texte fondamental. Nous devons le relire, un petit paragraphe tous les soirs, pour pouvoir rêver à un monde meilleur. Mais franchement, il faut se réapproprier ces textes. Et pour revenir à ce que nous disions sur l'informel, je pense que peut-être l'influence occidentale aux origines était une influence qui nous convient à considérer que naturellement le droit s'applique, que naturellement les institutions fonctionnent. J'ose vous dire que dans le monde, peut-être 70, 80% du monde vit hors le droit ou dans des situations de non-droit partiel. Et que très franchement, cessons de considérer que tout ceci est pour les autres. C'est pour nous. Beaucoup de pays connaissent des zones de non-droit qui ne le connaissaient sans doute pas auparavant. Et pour nous, l'informel, c'est important parce que c'est avec les partenaires sociaux construire des normes adaptées sur les situations. Et donc, autrement dit, j'ai l'impression qu'on produit des normes et c'est formidable. Mais il y a une sorte de production mécanique. Et pour cette production, je dois dire quand même qu'elle est mécanique, mais pas facile. Quel est le rôle des fonctionnaires du Bureau international du travail? C'est de faciliter le travail de nos constituants. Et là, j'ai été un peu en difficulté comme prof de droit, parce que je pensais que j'allais dire ce que je pensais, j'allais pouvoir contribuer au développement des normes, mais pas du tout, mon œil. Je suis au service des constituants. C'est une très bonne épreuve de modestie. L'universitaire, en principe, il est quand même formé pour cela. Mais c'est important, nous œuvrons pour que les constituants trouvent des terrains sur lesquels ils peuvent travailler. Et comme tous les Onusiens et les Onusiennes, nous sommes au service des pays et très franchement, nous ne devons pas avoir d'a priori sur les pays. Et nous ne devons pas partir de notre pays, bien sûr. Et ceci veut dire que produire des normes, certes, mais maintenant faire preuve de créativité et d'adaptation. C'est pour ça que je trouve que les partenaires à l'OIT, les constituants, difficilement, mais font preuve d'une grande créativité et traitent des problèmes d'actualité. Ils en ont un grand mérite et je crois que le plus grand mérite des fonctionnaires du BIT, en réalité, en espagnol, en anglais, c'est toujours OIT, ILO, Office et Organization.
Bon, nous, on a un petit problème de langue, il n'y a que chez nous, on dit BIT, OIT, peu importe. Mais pour revenir à ce qu'on disait, les fonctionnaires, et c'est le propre de la diplomatie et de la vie internationale. Tout d'abord, Sisyphe, nous construisons et reconstruisons sans arrêt, j'allais dire les mêmes choses. Un pays va mieux, ça s'effondre ailleurs. Une norme progresse, elle régresse ailleurs. Et c'est toujours Sisyphe qui doit toujours garder confiance. Et deuxièmement, et je regrette un peu les difficultés du monde contemporain, la diplomatie doit jouer son rôle avec un caractère professionnel. Et la diplomatie, c'est croire à l'invisible, c'est croire à ce qui ne fait pas de bruit, à ce qu'on continue à faire. Nous sommes dans un monde, malheureusement, où souvent le bruit et l'image l'emportent sur le travail durable. Pardon. Merci, j'ose pas dire monsieur le professeur Jean-Claude. On a la chance d'avoir un professeur agrégé et désagrégé en même temps, ce qui est assez rare. Complètement désagrégé. Qui permet de reconstruire en fait et de montrer que seul compte le droit vivant, c'est-à-dire celui qu'on élabore et non pas le droit qui viendrait comme ça sanctifier une situation. J'aimerais qu'on continue sur les conventions de gouvernance et la technique, parce qu'on a bien vu en quoi la norme était créatrice de droit et d'un droit qui est, j'allais dire, le droit des gens, c'est-à-dire le droit qui va épouser des situations et les améliorer. Je pense qu'on peut aller encore un petit peu plus loin, Gwenaël, et puis bien évidemment Jean-Claude après, si vous le souhaitez. Très bien. Bien. Donc, comme je vous l'avais dit, donc on vous a présenté notamment cette gouvernance, son histoire, et puis les deux grandes activités de l'OIT et des BIT, notamment les activités normatives et la coopération technique. Sur les activités normatives, alors je regarde Jean-Claude, on a deux grands instruments, il y en a trois, mais deux grands majeurs, les conventions et les recommandations. Alors pour les distinguer, les conventions sont assez contraignantes, alors que les recommandations sont plutôt des directives techniques, si je peux m'exprimer ainsi. Et là, je repasse la parole à Jean-Claude. Gwenaël, je pense que c'est important d'avoir une vision de synergie entre tous les instruments. Et c'est ça qui est assez formidable dans cette création aux origines de l'OIT, dans un monde qui était quand même très normatif au sens classique du terme, d'avoir admis d'abord les partenaires sociaux, d'être des acteurs directement dans le droit international, de créer le droit international. Et au fond, convention et recommandation, il y a là deux éléments qui sont destinés à jouer de façon différente selon les questions et dans le temps. En effet, certains pourraient dire la convention d'abord et ensuite la recommandation pour aller plus loin, etc. Mais en réalité, chers amis, la recommandation est aussi un instrument qui peut préparer le terrain, qui peut d'une certaine façon anticiper sur ce qui sera fait. Donc, autrement dit, vive la créativité normative et d'une certaine façon, la capacité d'adaptation selon les questions à l'utilisation des instruments. Et ici, nous avons convention et recommandation. Il faut dire aussi qu'il ne faut pas se limiter seulement au texte lui-même de la convention, ratifié ou non. Il faut aussi voir l'influence de ces textes. J'ai constaté dans un certain nombre de pays que le texte de la recommandation de la convention inspire les négociateurs directement sur cette question, y compris dans l'entreprise, alors que, bien évidemment, c'est une des faiblesses peut-être à l'heure actuelle du droit international du travail, il s'adresse aux États. Entre nous soit dit, j'ai beaucoup de reconnaissance à l'égard de Kofi Annan, qui était pour moi une très grande personnalité et qui m'a fait, d'une certaine façon, voir autrement le droit, notamment au travers de la fragilité et de la difficulté des États dans le monde. C'est pourquoi nous avons de plus en plus une réflexion avec des parties prenantes élargies pour que le droit s'applique. Donc, autrement dit, convention de recommandation, oui, mais qui inspire, et d'ailleurs, on peut ne pas ratifier une convention, on va peut-être y revenir. Je préfère les États qui ne ratifient pas et appliquent à ceux qui viennent à Genève, qui dans l'enthousiasme ratifient et rentrés chez eux pensent bien évidemment que ces textes, ils n'en ont, elles n'en ont rien à faire. Très bien, donc voilà mes deux instruments importants.
Sur l'activité plutôt de coopération technique, donc 3 éléments importants, la conception de politique. Merci Abdallah. La conception, alors. Je suis désolé, toutes mes excuses. On n'est pas tout à fait synchro. La diffusion de connaissances, évidemment, en matière de conception, d'administration, de financement, mais vous l'avez vu, dès lors que on travaille sur le monde du travail, la protection sociale, et que les pays sont demandeurs, eh bien, la coopération technique, elle met en œuvre tout cet accompagnement pour que les choses soient effectives, opérationnelles, que ce soit dans les administrations, mais y compris pour les publics à servir. Je prends l'exemple, encore une fois, par exemple, de la Mauritanie, où il y a une loi très particulière en Mauritanie sur la mauritanisation des emplois, qui fait que l'éducation nationale mauritanienne ne produit pas certaines compétences, mais pour assurer l'activité des entreprises, eh bien, on emploie des travailleurs qui ne sont pas mauritaniens, mais on le fait en toute illégalité parce qu'il faut évidemment employer que des travailleurs mauritaniens. Et donc, l'application du Bureau du travail sur ce principe-là a été de préparer une enquête de besoins en main-d'œuvre avec les branches professionnelles mauritaniennes, trouver les métiers qui étaient les métiers les plus en besoin, voir si on avait les demandeurs d'emploi ou les travailleurs mauritaniens sur ces activités. Comme il n'y en avait pas, eh bien, ça a permis de modifier la loi sur ce type d'activité. Et donc ça, c'est un effet concret, notamment, du BIT sur l'application ou sur des normes qui avaient été ratifiées. Renforcement des capacités nationales, je vous l'ai dit, c'est des programmes de formation, mais pas que. C'est aussi, à un moment donné, aider des pays à mettre en œuvre, par exemple, des services publics de l'emploi. Personnellement, lorsque j'étais en poste à Genève, j'ai accompagné 3 pays africains à mettre en œuvre une organisation de services publics de l'emploi, c'est-à-dire le réseau des conseillers, à quel moment on inscrit les gens qui perdaient leur emploi, quel était le type de conseil et d'accompagnement proposé à ces demandeurs d'emploi. L'idée, vous l'avez compris, c'était évidemment de fluidifier le marché du travail, mais de répondre aussi aux employeurs qui, malgré tout, avaient des besoins d'emploi pour lesquels ils ne trouvaient pas forcément la compétence. Donc voilà, c'est aussi ce genre de coopération. Et puis, comme je l'ai dit un peu rapidement tout à l'heure, évidemment, c'est tout le travail de mise en conformité. Les fonctionnaires de l'OIT, les bureaux internationaux dans les pays accompagnent les pays qui ont ratifié les conventions à les mettre en œuvre opérationnellement, soit par un accompagnement juridique, soit en les aidant à modifier la loi ou à créer la loi, ou soit également en accompagnant les administrations centrales à décliner d'une façon très opérationnelle la norme qui a été ratifiée. Alors, je le dis d'une façon extrêmement rapide, mais je pense que le public a bien compris ce que étaient les activités techniques. Les activités techniques, c'est le Bureau international du travail. La réflexion normative, c'est l'OIT. Monsieur le professeur. Monsieur le journaliste, une observation, c'est très important pour moi de considérer que nous sommes bien sûr basés à Genève, dans la Confédération helvétique, mais qu'en réalité, notre vie est sur le terrain et que c'est sur le terrain qu'on peut comprendre quels sont les vrais problèmes qui se posent, et ce sont les partenaires sociaux, les gouvernements, et je dois dire que, juste un mot pour vous dire qu'il n'y a pas de petits pays dans le monde. J'ai été surpris, on a évoqué la Mauritanie, la profondeur d'entretien que j'ai eu avec des amis mauritaniens et mauritaniennes sur les questions auxquelles ils sont confrontés. Et je dois dire que pour moi, ça a été une transformation profonde parce que j'étais quand même inconscient de la richesse des pays que nous considérons comme petits. Merci. En fait, on va rentrer dans le détail des conventions de gouvernance, la façon dont c'est élaboré. Juste une question avant aussi que la salle puisse poser ces questions, c'est de savoir pourquoi des pays ne signent pas. Parce que visiblement, la plupart des pays souhaitent en tout cas améliorer le droit existant. Enfin, en tout cas, on peut, non, je vous sens sceptique. En tout cas, ça fait partie du progrès du monde.
Mais il y a des pays qui refusent. Quels sont-ils? Est-ce que, par exemple, un grand pays comme la Chine adhère ou n'adhère pas ou fait semblant, ou etc. Je m'exprime à titre personnel et librement, bien sûr. Alors, tout d'abord, je voudrais dire que lorsque nous citons les pays, il faut faire très attention de ne pas aller vers une diabolisation facile à partir des lieux où nous nous trouvons. D'ailleurs, diabolisation tous azimuts, on joint peut-être le complotisme, etc., je ne sais pas. En tout cas, je voudrais dire que, puisqu'on a cité la Chine, et je parlerai dans quelques instants de la Chine rapidement, je dois dire que nos amis nord-américains, états-uniens, ne sont pas, n'est pas un pays qui ratifie énormément, c'est le moins qu'on puisse dire, nos conventions. Alors, je vais vous dire une chose. Quand nous sommes en présence du progrès de l'humanité, je connais très peu de personnes, ministres, partenaires sociaux, qui ne sont pas pour ces progrès. Et il y a parfois un sentiment d'euphorie en terre genevoise. Au fond, nous participons à une œuvre humaine qui nous dépasse, et ça fait du bien. Et il ne faut pas le rejeter. Et il faut le dire aux jeunes, il faut qu'ils aient confiance dans ce travail qu'il faut faire. Mais ce n'est pas tout. Même ceux qui sont là pour célébrer le progrès qui va avoir lieu peuvent ne point y croire, ou y croire très modérément. Et puis, il faut dire qu'il y en a qui adoptent le texte en disant qu'ils vont l'appliquer. D'autres, je ne suis pas sûr s'ils vont l'appliquer. Donc, autrement dit, il est très important que nous contribuions tous à un mécanisme qui conforte l'application, pas seulement la ratification. On peut appliquer par la voie de convention collective. Il y a d'autres voies que la ratification. L'important, c'est d'appliquer et d'insiter appliquer. Et quelle est la garantie première de l'application? C'est d'abord un état de droit. Et chers amis, moi je lis toujours, je relis, encore pour s'endormir le soir dans l'euphorie, ce petit rapport, la promotion d'entreprise durable, par exemple, que j'ai apporté, il est ancien, la 96e session de 2007, mais en réalité, il souligne bien que la ratification, l'application des normes, c'est une condition aussi du progrès social et économique, que tout ceci va ensemble, qu'il faut relier les éléments. Donc, appliquer et pas seulement ratifier, et surtout, ce qui est important pour nous, c'est appliquer dans la vie quotidienne aussi. C'est pourquoi il y a une grande importance à former notamment nos amis magistrats, ce que fait le centre de Turin, avec d'ailleurs un jeune Français remarquable que j'ai connu tout jeune dans sa carrière, qui vraiment se consacre à la formation des juges. Et il y a dans le monde entier, bien sûr, un besoin de faire monter à bord, finalement j'aime bien cette expression, faire monter à bord le plus de parties prenantes possible. Et l'application, c'est ainsi que nous pouvons l'obtenir. Une chose que je voulais dire, il y a aussi quelquefois des difficultés qui concernent l'application des normes au sens technique. C'est-à-dire qu'il faut aider les pays. Tu l'as dit tout à l'heure, il faut les aider. Et j'ai souvent le sentiment que nous surévaluons les capacités des différents pays à appliquer. Par exemple, faire des rapports. Oh ben, ça nous paraît simple vu de Genève, on va recevoir tous les rapports, etc. Mais pour certains pays, je me suis rendu dans ces pays, j'ai vu que l'administration n'existe pratiquement pas. Et même, j'ai vu certains amis juges me demander de leur fournir des ramettes de papier. De même qu'on voit des hôpitaux sans vitres, les malades dans les rues, vous le savez très bien, il y a des besoins de première nécessité. Donc le droit, ça ne se construit pas comme cela, par la volonté abstraite, ça se construit par une participation dans le quotidien très concrètement, et surtout, je crois surtout, un encouragement à garder le moral dans des situations souvent de grand dénuement au regard de l'application du droit. Dernière chose, l'inspection du travail, une chose que je voulais dire, en Asie, vous avez vu notamment avec ces incendies, par exemple de grandes usines, où il n'y avait pas d'inspection du travail, etc. On a découvert qu'on pouvait créer des moyens techniques d'avoir des inspections du travail. Pas l'inspection du travail à la française, c'est-à-dire générale, plutôt bien organisée, etc.
mais des formes d'inspection du travail utiles, concrètes. Donc, autrement dit, jetons-nous, agissons absolument pour trouver des réponses adaptées pour l'application des normes, j'allais dire de façon modeste, mais efficace. Bravo. Oui, merci. Et en fait, utilisons l'existant, hein, c'est ce que vous nous dites, plutôt que de parachuter comme ça des normes qui ne seraient pas adaptées, adaptables et propres à être justement en action dans ces pays. Jean-Claude, juste en quelques mots, la différence entre les conventions fondamentales et les conventions de gouvernance. C'est l'élève Lelong qui vous pose la question, mais vous n'avez que 3 minutes pour y répondre. Le professeur est toujours un élève et un étudiant. Donc, en réalité, je crois que, personnellement, je ne fais pas de différence de nature dans les normes. Il est important de faire, alors c'est un peu le problème disons, des médias et du journalisme en général. C'est compliqué d'œuvrer comme juriste dans le monde contemporain parce que nous voulons une terminologie qui soit parlante, qui soit efficace, et elle ne correspond pas toujours à une terminologie juridique qui est utile. Personnellement, je crois que les conventions fondamentales, déclarées fondamentales, qui sont donc des conventions qui n'ont pas besoin d'être ratifiées, notamment pour être appliquées, qui bénéficient d'une promotion particulière, c'est notamment la déclaration de 1998, eh bien, en réalité, ce n'est pas une nature différente. C'est simplement, on a décidé de leur donner une certaine préférence dans l'application, de donner des moyens plus forts. Mais de grâce, ne disons pas, il y a des conventions fondamentales et d'autres qui ne le sont pas. Elles sont toutes fondamentales. Simplement, techniquement, il se peut que nous concentrions les moyens pour arriver à un certain nombre de résultats. Et c'est vrai que, très franchement, il n'y a pas de droit international du travail, par exemple, qui soit effectif sans la liberté syndicale. Ça, et la liberté syndicale, je m'en excuse, je vais peut-être en choquer certains, pour moi, ce n'est pas seulement les travailleurs, ce sont les employeurs. J'ai connu de grandes difficultés de liberté syndicale patronale, y compris de répression visant des personnes du côté patronal. Donc, c'est important de ne pas avoir non plus des visions qui sont toutes faites sur les situations. Mais ce qui est fondamental, c'est que finalement, alors, sans les conventions fondamentales, c'est une illusion de penser que le droit international du travail pourra être effectif, applicable. Et l'important, c'est quand même de créer ces liens, d'avoir une vision, pour faire chic, holistique de toutes ces questions. Il faut relier tout cela. Et j'allais dire que relier tout cela, c'est la perfection. Hélas, j'ai une vision d'un monde d'imperfection. C'est joli, hein, l'expression convention holistique, j'ai noté parce que c'est nouveau, ça vient d'arriver, mais en tout cas, on comprend tout à fait ce que ça signifie, cette approche globale d'arrêter de disséquer pour finalement avoir un esprit en silo, et ce qui nous empêche d'avancer, et en particulier le fait de juger, enfin de qualifier de cette manière, ça permet de bien faire comprendre ce qu'est le tripartisme, effectivement. Alors, avant que vous puissiez poser des questions, on est tout à fait dans les temps pour pouvoir être avec la Tunisie. Ça va se passer en direct, en visio, absolument, pour passer justement, non pas de la théorie à la pratique, puisque c'est extrêmement pratique, tout ce qui a été dit, mais des normes à leur application au travers d'un exemple global concret qui est le programme Faire Recrutement. Donc, on va être en contact avec Madame Vertani, tout à fait. Oui, donc je l'ai appelée, elle est déjà en ligne, je crois. Il y a combien de décalage horaire avec la Tunisie? 1 heure. 1 heure. Je suis là, Gwenaëlle. Ferdawes. Oui, je suis là. Bonjour Ferdawes, très Bonjour. bien, ben voilà, je suis ravi. Merci encore une fois de ta présence et d'avoir répondu à notre demande de présentation du programme que tu mets en œuvre en Tunisie. Je disais tout à l'heure à l'Assemblée ici présente que c'est, je crois, l'un des merveilleux exemples d'application d'un travail normatif en opérationnalité dans un pays en proie à quelques difficultés de gouvernance politique. Oui. Et donc, je te remercie, Ferdawes,
pour ta présentation. Est-ce que je te donne le partage de l'écran et est-ce que le PowerPoint que tu m'avais envoyé précédemment est celui que tu veux présenter? Tout d'abord, merci pour cette opportunité. Justement, c'est la même présentation, j'ai changé seulement la date et je viens de l'envoyer actuellement à Abdallah. Donc, je préfère que lui, il fait le passage des slides, comme ça je peux réagir directement avec la salle, si vous permettez, bien sûr. Tu peux pas le lancer Si, je peux. ton bureau? Juste une Écoute, seconde. tu as le partage, hein? Oui, oui, d'accord, ok, parfait. Voilà. Je vais fermer ça. Donc, C'est bon, est-ce que vous voyez moi, ma présentation? Alors, voulez-vous continuer? Oui, très bien. Très bien. Je le mets en non, toi, tu le mets en diaporama, pardon. D'accord. C'est bon? Super. Parfait. Donc, voilà, tout d'abord, je tiens vraiment à vous remercier pour cette opportunité, encore une fois, d'échanger l'expérience de la Tunisie. Donc, je me présente, je suis Ferdaous Ouerteni, la coordinatrice nationale du projet FAIR, que je vais vous présenter tout à l'heure. Et si vous permettez, Gwenaël et tous les collègues, je vais commencer par vous raconter une petite histoire qui s'est passée récemment, justement. La semaine dernière, j'avais une réunion avec la chargée de la coopération internationale de la coopération suisse, Madame Patricia Danzi, qui est venue spécialement en Tunisie afin d'examiner justement le contexte politique difficile et justement prendre des décisions par rapport à l'appui technique et financier de la Tunisie, si elle va continuer vraiment à appuyer la Tunisie ou pas. Et donc, elle a rencontré pas mal de ministres et notamment, elle a rencontré les deux projets dans le financement et de la coopération suisse, notamment le projet FAIR et un autre projet que tu connais parfaitement, Gwenaël, c'est le projet EPDLI qui appuie le processus de la décentralisation. Et donc, la première question qui a été posée de Madame Danzi, c'est est-ce que vous arrivez à mettre en œuvre des projets et de faire de résultats dans ce contexte politique très difficile? Et si c'est le cas, c'est comment vous faites? C'est-à-dire, quelles sont les raisons qui vous permettent de mettre en œuvre parce qu'elle lit quand même les rapports, elle sait qu'on a de très bons résultats pour le projet FAIR. Elle m'a dit vraiment comment vous faites. Et donc, ma réponse était très simple. J'ai oublié un peu ma nationalité tunisienne, donc j'étais vraiment franche avec elle pour dire, voilà, le contexte est très difficile. C'est vrai que le dialogue social permettez-moi pour le mot, est un peu en panne en Tunisie avec les trois partenaires. Mais voilà, on arrive quand même à faire des résultats pour trois raisons. La première chose, c'est... Est-ce que tu peux te rapprocher de ton micro? Ah oui, d'accord, ok. Merci. Vous m'entendez? Très bien. Parfait. C'est beaucoup mieux. Très bien, merci. Et donc, voilà, je lui répondais simplement que, voilà, je ne nie pas qu'on a des difficultés politiques énormes, mais voilà, pourquoi on arrive à faire des résultats? Tout simplement parce que d'abord et principalement, tout le système des Nations Unies est, entre parenthèses, il est neutre politiquement. Donc, cette neutralité politique nous permet vraiment de voir les choses telles qu'elles sont et ne pas prendre une position par rapport à une autre. Deuxième chose, et ça c'est la particularité de l'OIT, dont vraiment je suis fière de faire partie, ça fait quand même 11 ans que je fais partie de cette organisation honorable, c'est qu'on est une agence très partite. Et même si le dialogue social est un peu en panne à l'échelle nationale, nous, dans le cadre de nos projets et dans le cadre du comité de pilotage, on a l'obligation de travailler avec les trois partenaires à égalité et à les mettre autour de la table pour discuter les activités et les plans de travail de nos projets. Donc, on n'a pas le choix et eux également n'ont pas le choix. Et c'est ce qui fait fonctionner le projet. Et troisièmement, parce que justement, nos vis-à-vis au sein des ministères, ce sont les directeurs vraiment techniques. Donc, on a des dossiers techniques, comme notre chef de file, qui est Monsieur Massoudi, qui est le directeur général de
de la direction de placement à l'étranger de la main-d'œuvre étrangère. Donc, c'est un homme de terrain, c'est un homme technique. Donc, on n'a pas de trucs vraiment très stratégiques ou politiques qui permettent, c'est-à-dire un contexte politique confortable. Donc voilà, j'ai voulu juste commencer par cette petite histoire, rien que pour montrer l'importance de l'existence du projet de coopération technique au sein des pays. Et je confirme tout à fait ce qu'il vient de dire Jean-Claude par rapport aux pays qui ratifient ou ne ratifient pas les conventions. C'est un exemple concret de la Tunisie, qui a, en tout cas la Tunisie depuis X temps, elle a choisi un autre processus de ratification. Elle souhaite mettre toutes les conditions, disons, d'une convention en pratique, c'est-à-dire de les tester au niveau national, de mettre tout le socle, que ce soit en termes de loi, en termes de texte, en termes d'outils et d'applications, et ensuite elle aille vers la ratification. Contrairement peut-être à d'autres pays qui passent par la ratification, ensuite ils essayent de mettre en œuvre et parfois ils trouvent des difficultés. Donc nous, on est dans ce schéma et là, je vais vraiment vous présenter justement cet exemple concret sur le recrutement équitable. Je vais vous présenter voilà le projet FAIRE dans sa dimension globale et nationale, et ensuite l'exemple concret de la jeunesse de loi de contrôle et d'inspection des agences d'emploi privées pour le placement à l'international et les conventions qu'on est en train de mettre en œuvre. Donc, quelques statistiques au début. Donc, on estime à peu près 258 millions le nombre de migrants internationaux. Et bien évidemment, c'est-à-dire la raison principale de la migration, c'est la migration de travail. Et donc, la plupart immigrent à la recherche d'un emploi décent et une meilleure opportunité et des conditions de vie. Mais malheureusement, à ce chiffre, il y a un autre chiffre alarmant, c'est que 25 millions de personnes sont victimes de travail forcé et parfois de traite de personnes à l'échelle mondiale. Et parmi elles, 25 personnes qui sont maltraitées, bien évidemment, en dehors de leur pays. Et là, on parle de la migration internationale, pas la migration interne. Ce travail forcé et cette victimisation et ces conditions de vulnérabilité de ces travailleurs migrants viennent de quoi essentiellement? C'est parce qu'ils empruntent de l'argent à des tiers justement pour payer le frais de recrutement ou le payer l'intermédiaire justement qui va les placer, et c'est ce qui les rend vraiment victimes d'un travail forcé et de traite parfois. À ce moment-là, donc le BIT a élaboré le document qu'on appelle le Principes généraux et directifs opérationnels concernant le recrutement équitable en 2016, et ce document a été révisé en 2019 en introduisant les frais de recrutement et les frais connexes, avec une définition très claire des frais connexes. Et donc, ce sont 13 principes qui responsabilisent plusieurs parties, notamment les gouvernements, les services publics de l'emploi, les employeurs et même les travailleurs, hein, même si c'est pas énoncé clairement dans le document, mais même le travailleur lui-même, parce qu'il doit connaître justement ce qu'il a comme droit et ce qu'il a comme obligation. Ce document et ces principes figurent dans la troisième partie dont Gwenaël vous a parlé tout à l'heure. Donc, il y a les conventions qui sont contraignantes pour les pays. Il y a les recommandations, comme il a expliqué Jean-Claude, qui viennent parfois corriger des trucs ou des compliments ou modifier quelques conventions par rapport aux conditions de terrain. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le cadre non contraignant, comme les principes généraux et directives opérationnels, c'est qu'ils n'obligent pas les pays à les ratifier, donc il n'y a pas de ratification et il n'y a pas de punition ou de sanctions s'ils ne sont pas appliqués. Mais ce sont des documents d'une grande importance juridique et normative. Et donc, à la 106e conférence internationale du travail en 2017, donc il y a le lancement officiel de l'initiative du recrutement équitable et qui a comme objectif d'assurer des conditions équitables de recrutement afin de lutter contre toute pratique abusive liée à la migration de travail ou à la migration irrégulière.
Et notamment, là, on fait une focalisation un peu sur la résolution 9 et 10 parce que c'est ces deux résolutions qui nous ont inspiré à changer la loi au niveau de la Tunisie pour le contrôle des agences d'emploi privées. Donc, le principe général numéro 4 énonce que, pardon, excusez-moi, voilà. Qu'est-ce qui dit le principe général numéro 4? C'est que veiller à ce que l'appareil législatif et réglementaire applicable en matière couvre tous les aspects du processus de recrutement et s'applique à tous les travailleurs, en particulier les travailleurs vulnérables et bien évidemment les travailleurs migrants. Et donc, à partir de ce document, à partir de ces deux résolutions et de ce principe général numéro 4, que toute la réflexion d'une révision législative de la loi nationale de 2010 sur les agences d'emploi privées a été lancée dans le cadre du projet FAIR. Le projet FAIR, une petite présentation, c'est le Fair Recruitment, qu'on le dit en anglais. Il a été soutenu dès le départ par la coopération suisse. Donc, il a connu 3 phases. Justement, là, actuellement, on est dans la 3e phase qui est de 2021 jusqu'à 2025. Mais justement, en s'inspirant des résultats qui étaient aussi premiers au monde et c'était des initiatives vraiment très reconnus à l'échelle mondiale, que d'autres bailleurs se sont inscrits à ce programme, notamment l'Agence italienne pour la coopération au développement et la Fondation allemande Friedrich Ebert. Donc, dans son rapport à la Conférence internationale du travail, comme je vous ai dit, donc il y avait cette adoption de l'initiative de recrutement équitable. Et pour résoudre ce problème, justement, il y a eu même le développement après de la stratégie de recrutement équitable. Donc, on est allé d'une simple initiative vers toute une stratégie. Et cette stratégie a été même adoptée pour la région de l'Afrique 2021-2025 et qui contribue justement à la prévention de la traite des êtres humains, le travail forcé et qui fait la promotion justement des normes internationales du travail et du dialogue social entre tous les acteurs du marché du travail. Et donc, essentiellement, ce qui nous intéresse, c'est comment protéger les droits des travailleurs, y compris les travailleurs migrants, contre toutes les pratiques abusives et frauduleuses lors du processus du recrutement. Et quand je parle de processus de recrutement, je parle de toutes les phases, donc depuis le pré-départ, c'est-à-dire avec les services publics ou privés, comment se préparer pour une migration internationale, jusqu'au voyage et même post-placement et pourquoi pas jusqu'au retour et la réintégration socio-économique des migrants de retour dans leur pays d'origine. Et surtout, comment réduire le coût des migrations de main-d'œuvre et améliorer les conditions de vie, des résultats pour les migrants et les membres de leur famille pour le développement des pays de destination, mais dans le pays d'origine également. Et ça, bien évidemment, dans l'esprit d'une migration circulaire. Et donc, je ne vais pas me tarder sur les phases justement des projets FAIR. Comme je vous ai dit, il a connu 3 phases. Mais cette stratégie de recrutement équitable repose sur 4 piliers. Et ce sont justement les 4 piliers du projet de coopération technique. Donc, le pilier numéro 1, c'est améliorer, échanger, diffuser les connaissances mondiales sur les processus de recrutement nationaux et internationaux. Le pilier numéro 2, c'est améliorer les lois, les politiques et leur application pour promouvoir le recrutement équitable. 3, c'est promouvoir les pratiques équitables au niveau des entreprises. Comme je vous ai dit, c'est une responsabilité des employeurs aussi et les agences d'emploi privées. Et numéro 4, c'est autonomiser et protéger les travailleurs, migrants bien sûr et nationaux. Dans les 2 premières phases, les pays concernés du programme FAIR étaient la Tunisie, les Philippines, le Népal, la Jordanie et Hong Kong. Pour la 3e phase, seulement la Tunisie qui est restée des 2 dernières phases. Et il y a d'autres pays qui maintenant sont concernés. C'est la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Lesotho et l'Afrique du Sud. Et le budget global de ce projet, c'est 3 750 000 $. Donc maintenant, vraiment, on est arrivé à l'exemple concret
d'un projet de coopération technique et comment on a mis en place ou on a mis en application justement les conventions et les normes internationales du travail. Donc, on a commencé en 2017 à faire un diagnostic sur le recrutement en Tunisie. Et ce diagnostic qui est justement publié, et je vous ai mis dans cette présentation tous les liens justement pour que vous puissiez jeter un œil et lisez peut-être plus en détail ce qui a été élaboré. Et donc, ce diagnostic nous a permis de comprendre justement le cadre juridique qui règle les agences d'emploi privées. Et on a remarqué justement que les agences d'emploi privées, agréées et non agréées bien évidemment, ils demandent parfois des frais de recrutement et qui obligent les travailleurs parfois à faire soit des dettes, soit de signer des chèques justement qui seront obligés après de travailler pendant 2-3 mois sans salaire rien que pour payer ces frais de recrutement. Et donc, il y avait la recommandation, bien évidemment, suite à ce diagnostic, c'est comment faire une régulation de ces agences d'emploi privé en introduisant des sanctions pénales qui peuvent arriver à 5 ans de prison et à 20 000 dinars d'amende et de créer justement un corps d'inspection dédié à contrôler l'exercice de ces agences d'emploi privé. Ça, c'est vraiment une première au monde parce que dans les autres pays, c'est parfois l'inspection de travail qui fait ce rôle, mais l'inspection de travail, elle a quand même, ils ont quelques limites d'intervention parce qu'ils sont là à intervenir quand il y a une relation de travail entre un employeur et un employé. Alors que ce cas de figure, il n'y a pas vraiment une relation de travail, mais il y a une relation d'intermédiation entre un candidat pour le placement à l'international et une agence intermédiaire. Et donc, l'idée, c'est venu de faire de créer un corps d'inspection qui est interne au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Et justement, on a commencé, bien évidemment, tout d'abord à faire d'abord cette réforme juridique, à proposer un nouveau texte, et à travers un comité tripartite et qui était vraiment élargi. Donc, on a même consulté l'instance nationale de lutte contre la traite des personnes, pas mal de ministères et tout. Donc, il y a eu quand même une validation sur le corps du texte de la loi. Ensuite, cette loi a été proposée dans un conseil ministériel le 18 mai, validée le 18 mai 2019 avec les textes d'application et ensuite on l'a transférée à la Chambre des députés. Malheureusement, entre-temps, la Chambre des députés a été gelée par le président de la République, mais actuellement, on a de nouveaux députés, donc la loi, elle est toujours voilà, sur la liste de ratification ou de validation et on est très sûr d'être validé parce que justement, tout le monde est d'accord là-dessus. Donc, ce qui est bien, et comme il a rappelé tout à l'heure Jean-Claude, parfois, il y a quelques pays, il y a quelques partenaires techniques qui, au-delà de la ratification, au-delà de la validation finale de la loi, peut-être par la Chambre des députés, ils sont vraiment dans l'application. Ils nous disent la protection des droits des travailleurs migrants est notre priorité, et donc on va commencer vraiment à appliquer les textes de la loi, c'est-à-dire les articles de la loi, qui ne sont pas justement contraignantes, c'est-à-dire qui ne demandent pas vraiment une réallocation de budget, par exemple, pour ce nouveau corps, parce qu'ils sont déjà des fonctionnaires de l'État et de ce ministère, donc ils sont là, ils peuvent justement contrôler ces agences. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a consulté plusieurs ministères qui ont des corps d'inspection. Et on a commencé à réfléchir, bien évidemment, avec l'aide de Gwenaëlle, que je remercie infiniment parce qu'elle était quand même notre spécialiste politique de l'emploi à l'époque et il m'a appuyé tout au long de ce processus à réfléchir justement qui peut être cet inspecteur, quel savoir-faire, quel savoir-être et quelle mission il peut établir. Et donc, on a consulté 17 directions qui ont des corps d'inspection ou de contrôle, comme le ministère de Finances, ministère de la Commerce, ministère de l'Intérieur, de la Justice. Donc, vraiment pas mal
de corps d'inspection qui nous ont inspirés pour ça. Et ce qui est très bien dans ça, c'est que tout le processus, y compris les textes de loi, y compris les missions de l'inspection de travail, y compris le guide pratique des tâches de ces inspecteurs. Tout ça a été élaboré sur la base des conventions de l'OIT, notamment spécifiquement ici, c'est la convention 97 et 143 qui concernent la protection des droits des travailleurs migrants et les membres de leur famille. Il y a aussi la recommandation 86, que j'ai oublié de la noter ici, mais qui aussi était notre document de référence. Également, les deux conventions qui concernent le service public et le service privé. Service public, c'est la convention 88 et les services privés, c'est la convention 181. Donc ça, c'était les documents de référence de tout ce processus et qu'on a mis vraiment en application. Ensuite, on a élaboré ce qu'on appelle le guide de conformité de ces agences d'emploi privé. Et je peux l'envoyer à Gwenaël qu'il partage avec vous. Ce guide de conformité de ces agences était vraiment élaboré sur la base de toutes les normes internationales du travail. Donc, vous allez trouver, c'est comme un genre de tableau. Il y a la convention, le numéro de la convention, c'était la référence. Ensuite, ce qui est son équivalent à l'échelle nationale, comme loi et tout. Et après, la recommandation pourrait être vraiment en conformité et on l'a appelé guide de conformité de la loi tunisienne et des normes internationales du travail. Tout ça a été mis en application, mais rien que pour vous dire que toutes ces conventions n'ont pas encore été ratifiées par la Tunisie. Et c'est là que je joins Jean-Claude, tout ce qu'il a dit tout à l'heure. Donc, on a appliqué les conventions, on a mis en œuvre des résultats, mais la ratification, peut-être qu'elle viendra justement quand on voyant l'impact de tout ça. Donc, voilà, ça, c'est un petit rappel sur vraiment le processus de ce résultat. Donc, on a commencé par l'élaboration d'une fiche de poste de ce corps d'inspection, qui est une application de l'article 15 et 16 de cette nouvelle loi. Ensuite, on a élaboré le guide de contrôle, c'est-à-dire les tâches, le manuel de procédure de ce nouveau corps d'inspection. Ensuite, on a fait une confrontation et relecture de tout le consensus et validation, bien évidemment, de toute l'ingénierie de formation avec, comme je vous ai dit, tous les ministères. Ensuite, on a commencé vraiment à l'application. Donc, on a fait le renforcement de capacité de ces inspecteurs sélectionnés sur le guide de contrôle et sur les techniques de communication, c'est-à-dire comment faire la gestion des conflits, quelle posture ils doivent avoir, comment travailler en binôme, la transparence, voilà, tout ça. Et ensuite, on a fait l'élaboration d'un guide de conformité que je viens de vous citer tout à l'heure et qui était basé sur les normes internationales du travail. On a aussi élaboré deux documents qui sont aussi une première au monde. C'est la checklist prudentielle. Cette checklist permet d'énumérer vraiment toutes les conditions qui doivent être vérifiées au niveau du contrat proposé de l'employeur international aux travailleurs migrants, c'est-à-dire le salaire, l'hébergement, les conditions, même la liberté syndicale, mais vraiment tout. Elle a été révisée vraiment au large et après, bien sûr, on l'applique selon le pays de destination parce que les pays parfois changent. On ne peut pas appliquer, par exemple, la liberté actuellement syndicale pour les travailleurs migrants étrangers dans le pays de Golfe, comme par exemple les pays européens. Donc, la liste a été révisée au large, mais après, elle est adaptée selon le pays de destination. Ensuite, on a fait un modèle de contrat type, c'est-à-dire de contrat d'intermédiation entre l'agence de placement à l'international et le candidat. Comme je vous ai dit, ce n'est pas une relation d'employeur et de travailleur, mais de candidat au placement à l'international et intermédiaire. Et donc, c'est un contrat, ça c'est vraiment tunisien, c'est un contrat d'intermédiation qu'on a appelé, qui responsabilise chaque partie et qui prend fin, bien évidemment, après le placement du travailleur migrant dans le pays de destination. Et après, je pense, un mois, allant de 3 mois à 3 mois de son placement. On a également élaborer le modèle économique des agences d'emploi privés. Et là, je vous ai dit pourquoi, parce que comme on est en train d'appuyer et de protéger les travailleurs migrants tout au long du processus migratoire et de veiller à ce que les candidats ne payent pas des frais de recrutement,
l'OIT aussi, le BIT, à travers ses projets de coopération technique, appuie aussi les entreprises. Et on veille à leur pérennité et à leur continuité, voilà, dans l'exercice. Donc, on veut vraiment, si on interdit les frais, on doit s'assurer si cette entreprise vraiment gagne ou pas. C'est une entreprise à but lucratif, donc elle a besoin de gagner. Et donc, on a élaboré le modèle économique et actuellement, on est en train de réfléchir même à quelques incitations et retour sur investissement selon les propositions, comme des incitations fiscales, comme des encouragements, par exemple, pour que l'État prend en charge les missions de prospection de ces entreprises à l'échelle internationale et dans les forums de l'emploi. Donc voilà, on protège les entreprises, mais on protège aussi les travailleurs migrants. Et pour finir, voilà, actuellement, on est en phase de digitalisation de tout ce processus avec le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Et donc, on est en train de monter une plateforme qui donne accès aux entreprises privées de placement à l'étranger de déposer leurs dossiers, les offres d'emploi, de réclamer, de voir leur agrément, les incitations et tout ça, mais aussi aux inspecteurs de travail de poster leur PV, leurs lettres de demeure, préparer leur mission, faire leur rapport et de produire aussi certaines statistiques qui sont liées à la migration de travail. Par exemple, les pays de destination, les tranches d'âge, les secteurs, tout ça. Voilà, j'ai fini ma présentation. J'ai préféré justement finir ma présentation par cette évaluation, comme je vous ai dit, quand je vous ai dit tout à l'heure, c'était des trucs premiers au monde, c'était pas vraiment, c'est moi qui l'ai dit, c'est les rapports de l'OIT et les rapports des bailleurs qui l'ont évalué. Donc, il y a le ILO Good Practice Database qui a justement énuméré ce qu'on a fait dans son rapport. Il y a aussi l'initiative du Fair Recruitment Initiative, justement, qui a choisi cette bonne pratique comme une première au monde. Et je finis par cette photo. C'était vraiment... on est masqué, malheureusement, mais c'était vraiment plein de périodes Covid-19. Mais rien que pour vous dire aussi que les projets de coopération technique, il n'y a rien qui les empêche à mettre en œuvre leur exercice et leurs activités. Même pendant la pandémie, on était là et ça, c'était la formation des inspecteurs, la première formation des inspecteurs des agences d'emploi privées en Tunisie. Et pour vous dire à la fin, merci beaucoup pour votre attention et je suis à votre disposition pour tout complément d'information ou réponse à vos questions. Merci. Un grand merci, Frère Weiss. Un grand merci. Un grand merci. Merci à vous. Merci. On peut déborder de normalement 5, mais si on prend 10 minutes, c'est parfait puisque je pense que vous avez peut-être des questions à poser et auquel cas, c'est le moment de le faire. Céline, je pense que tu peux prendre la parole. Donc, je suis Céline Thiebaud-Martinez, je suis la secrétaire générale de l'IPSE, qui est l'Institut de la protection sociale européenne. Alors moi, j'avais une question sur je préfère le lien entre protection sociale et travail, puisque en Europe et en France, on a quand même l'habitude de construire des modèles de protection sociale qui sont essentiellement assis sur le travail. Il y a quelque temps, dans d'autres activités professionnelles, j'ai fait une mission pour une organisation européenne qui consistait à réfléchir à la mise en place de la couverture sanitaire universelle dans un pays africain. Vous avez parlé de dénuement tout à l'heure. Je pense que j'ai vu ce qu'était le dénuement d'un État. En l'occurrence, c'était la République démocratique du Congo. Lors de cette mission, nous devions, avec mes collègues, concevoir un système qui permettait le déploiement donc, de l'objectif de développement durable numéro 3, à savoir la couverture sanitaire universelle. Dans vos interventions, vous avez beaucoup insisté sur les échanges entre donc le tripartisme, en fait, le fait qu'il est fondamental que l'ensemble des parties échangent et se mettent d'accord. Une des difficultés à laquelle on a été confronté quand on a réfléchi à notre mission et au système qui permettrait de développer la CSU, c'était justement la structuration du milieu du travail. Il y avait une forte volonté politique d'avoir une couverture sanitaire universelle, donc de protéger les populations, pas simplement les travailleurs, mais de manière générale les populations.
Mais il y avait une réelle difficulté à trouver un interlocuteur ou des interlocuteurs organisés dans l'environnement du travail. Pourquoi ? 90% des gens qui travaillent dans le secteur informel. Et les 10% restants sont globalement des fonctionnaires qui sont plus ou moins payés en fonction de la saison et en fonction de l'apport des crédits des organisations internationales. Donc moi, ce que j'avais envie de savoir, c'est dans des contextes comme ceux-là, qui sont, je ne pense pas qu'ils soient particuliers, parce que je pense que c'est notre modèle à nous et notre système à nous qui devient minoritaire d'une certaine façon et qui est particulier. Mais dans des systèmes comme ça, comment vous intervenez, comment vous arrivez? Est-ce que vous avez recours à des systèmes d'empowerment? Est-ce que vous valorisez le fait qu'il y ait du travail informel, par exemple, alors qu'on cherche à financer de la protection sociale, ce qui est un peu contradictoire intellectuellement quand on est français. Voilà, j'aimerais avoir votre retour là-dessus et comment vous travaillez dans ces contextes qui sont, à mon avis, aujourd'hui très, très fréquents dans beaucoup de pays, en sachant que la CSU est un objectif de développement durable. Alors, je ne peux pas répondre très précisément à ce que vous venez d'exposer, mais je vous donnerai un exemple très concret en Zambie sur la façon dont l'informalité est devenue une formalité avec une protection des travailleurs informels. Par contre, je laisse Jean-Claude intervenir dès maintenant. Juste une chose, cette question que vous posez est fondamentale. Et je pense qu'il faut absolument ne pas partir d'un certain nombre de modèles qui nous paraissent naturels, l'emploi typique, etc. Et je crois qu'en réalité, ce que nous voyons, c'est que le contrat de travail, tout d'abord, n'est pas l'élément, le point de départ nécessaire pour notre réflexion. Il est important, mais l'activité professionnelle est un autre élément. Et d'autre part, je me suis aperçu notamment par une expérience au Pérou que j'ai eue il y a très longtemps, qu'en réalité, nous ne pouvons pas traiter de la question seulement sous un angle social. Je donne une précision. Au Pérou, l'un des problèmes posés par les organisations d'employeurs et de travailleurs, et qui regroupaient des travailleurs informels et travailleuses informelles, c'est l'accès aux banques, au système bancaire, au système de considération par l'État, etc., de prise en compte, et d'autres, autrement dit, des approches différentes. Mais ce qui me paraît important, c'est qu'en fait, je crois que nous devons envisager des instruments différents, adaptés, qui supposent, notamment entre employeurs et travailleurs, une créativité, mais à partir de ce que vivent les personnes sur le terrain, etc. Donc, je pense que, personnellement, je m'en excuse, je vous le dis, sans engager notre organisation du tout, je pense qu'il faut avant tout partir d'une connaissance réelle de la situation des pays et savoir quels sont les éléments, les instruments, y compris juridiques, qu'on peut utiliser pour arriver à un résultat. Moi, j'ai l'impression que c'est avant tout la finalité qui doit nous inspirer et le résultat est obtenu par des moyens, quelquefois, que nous n'imaginions même pas et qui peut-être sont en contradiction avec nos convictions sur le plan social. Oui, juste un petit exemple. Alors, je ne sais pas si ça répondra concrètement à votre interrogation, mais j'ai un exemple en tête en Zambie, à la demande de la primature, enfin du Premier ministre. Il voulait l'appui du BIT de Genève pour précisément combattre l'informalité qui était à 99% le soutien économique du pays. Et puis, on avait mené toutes les études inimaginables, mais franchement, on n'avait pas trop de solutions. D'abord parce qu'il n'y avait pas de structure organisée, alors ni parmi les branches professionnelles, ni parmi les employeurs, encore moins parmi les travailleurs qui étaient informels et eux-mêmes étaient plutôt dans une logique très individuelle. Cependant, quand on regardait l'avenue principale qui menait à la primature, il y avait des tas de gens qui réparaient des mobylettes, qui réparaient des vélos, qui vendaient des fruits, qui vendaient de l'eau, qui vendaient des chouchous, enfin voilà. Et la police arrivait, les matraquait, ça courait dans tous les sens. Et 10 minutes après, hop, ça revenait, ça réoccupait le mètre carré du trottoir. Et donc, très modestement, on avait dit avec mes collègues au Premier ministre que il y a une chose peut-être qui serait bien, c'est de leur dire, écoutez, de toute façon, on vous chasse, mais vous revenez, vous restez, vous gardez le mètre carré de trottoir sur lequel vous et votre famille vendez ce que vous avez à vendre ou réparez ce que vous avez à réparer.
Mais on aimerait bien, nous, gratuitement, que vous organisiez. C'est-à-dire qu'on est les vendeurs de fruits, les réparateurs de vélos, les vendeurs d'eau, etc. Ah oui, 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 pas de problème. Et ils se sont organisés de telle sorte que maintenant, à Lusaka, eh ben, par mètre carré, vous savez ce que font les gens. C'est rien du tout. Mais c'est une première forme de formalité. Et ensuite, pour leur promettre, par exemple, une alimentation rapide de fruits, etc., on leur avait dit, mais il nous faut un référent. Donnez-nous un référent. Donc, ils se sont organisés en guilde, un représentant des vendeurs de fruits, un représentant des réparateurs. Et donc, on a recommencé une deuxième formalité. Et la troisième formalité, on leur dit, vous êtes des coopératives, donc on a tout fait pour qu'ils le soient dans le droit zambien. Et aujourd'hui, avec l'infime cotisation qu'ils payent, qui est vraiment infime, eh bien, ils assurent la présence d'un médecin en permanence par vendeur. Et donc, c'est rien du tout. Mais c'est avec les moyens du bord que la Zambie a essayé de répondre à cette informalité. C'est un petit exemple extrêmement modeste, mais croyez-moi, ça a marqué énormément de personnes en Zambie. Alors, ça ne répond pas évidemment à votre question, mais d'une informalité, y compris d'une instructuration d'organisation avec qui discuter, eh bien, c'est par ce biais qu'on a essayé de mettre un semblant de formalisme. Je voudrais juste ajouter un élément. J'œuvre surtout maintenant dans les secteurs qui sont plutôt sécurité, lutte contre la criminalité internationale organisée, etc. Et je dois vous dire que, bien sûr, nous devons encore là ne pas travailler en silo. Nous avons quand même un développement de la criminalité organisée, d'ailleurs lié aussi aux nouvelles technologies, etc., qui fait que nous devons être capables aussi de protéger ces personnes ou de les amener à s'organiser pour éviter d'être les otages. Et nous savons que dans nos normes, la norme sur les pires formes du travail des enfants est un objet de mobilisation. La traite des êtres humains est encore une réalité. Je trouve que chez nous, dans les pays occidentaux, en Europe, nous n'avons peut-être pas conscience de ces liens entre état de droit, criminalité organisée et mise en péril des protections sociales. Je trouve que c'est très important pour nous et devrait, et là je trouve que l'optique des Nations Unies est tout à fait pertinente sur le plan des droits humains. Il y a un lien entre tous ces droits. La lutte contre la criminalité, ce n'est pas l'affaire de nos amis de la police, de la justice seulement, c'est aussi notre affaire en commun, parce que s'il n'y a pas une certaine force de l'état de droit, la situation de fragilité des êtres humains est absolument considérable et à l'heure actuelle en progrès dans le monde, je suis navré de vous le dire. Merci Jean-Claude, en tout cas c'est une belle conclusion, une ouverture en fait, hein, à aller encore plus loin. Et on va arrêter les questions parce qu'il faut que nous tenions des délais qui sont ceux fixés à l'origine. Vous pouvez donner, si vous le souhaitez, chacun un mot de conclusion, comme vous êtes trois. Hein, voilà, je vous en prie, ne vous battez pas, organisez-vous comme en Zambie. Oui. Entre deux conclusions. Eh bien, écoutez, moi, je vous remercie d'avoir répondu présent à cette présentation, en espérant qu'elle a éclairé ce que faisait l'OIT, ce que faisait le BIT et l'Association française pour l'OIT. Je remercie très sincèrement Ferdawes en Tunisie, qui a répondu présente à cette présentation. Je remercie Jean-Claude à la fois pour sa verve, mais aussi pour sa façon d'aborder d'une façon désagrégée les sujets, mais extrêmement passionnante. Et personnellement, au nom du conseil d'administration de la FOIT, je remercie le CIRP, sa présidente, Liliane Bourrel, Laurent Duviols, et puis également Jean-Manuel Cupiec, de nous avoir accordé cette tribune qui contribue finalement à promouvoir les valeurs de l'OIT à travers ce laboratoire. Un grand merci à vous. Alors, je ne vais pas résumer ce qui a été dit parce que ça serait très compliqué, mais je trouve que la vision de l'OIT sur ce tripartisme par rapport à la vision française de nous, ce qu'on connaît du bipartisme et du tripartisme, on voit bien que
on ne parle pas totalement de la même chose et on voit bien que c'est un sujet excessivement compliqué et on voit bien la différence entre les pays qui sont riches et les autres qui le sont beaucoup moins. Et là, je pense qu'on a une chance quand même de vivre dans une démocratie. J'aurais deux choses à dire. La première, c'est que Jean-Claude Javilly a dit, à chaque fois on reconstruit, c'est le mythe de Sisyphe. C'est quelque chose que moi, je n'avais pas intégré en disant, c'est pas parce qu'on a construit que ça ne va pas se déconstruire derrière. Et ça, c'est un point important parce que même si les normes se sont faites, même si on a des normes, des recommandations, on voit bien qu'il faut toujours construire. Et donc, je trouve que, je dirais, le mythe de Sisyphe est une très bonne expression en la matière. Et puis, deuxième chose que je dirais, c'est que faire monter à bord ce qu'a dit Jean-Claude, c'est-à-dire, il faut embarquer tout le monde dans ça. Et je trouve que c'est une bonne expression, c'est que c'est aussi une façon importante de dire il faut que toutes les parties prenantes elles soient là sur ce sujet-là. C'est ces deux réflexions que je voulais donner. Une troisième, avant de passer la parole au professeur Jean-Claude Javilly, parce qu'il est quand même professeur, je voudrais dire que le 7 juin, nous avons réunion à l'ECIRP sur un sujet qui s'appelle la distribution vecteur centrale de confiance dans l'assurance. Oui, alors on redescend de niveau là. Alors là, là, on est un peu terre à terre sur comment on fait, comment on vend dans l'assurance. Avec 3 personnes de qualité, on a Isabelle Menin-Lafin qui est avocate spécialiste dans l'assurance. On a Grégoire Dupont qui est le DG d'AGA, c'est les agents généraux d'assurance. Et on a Jérôme Speroni qui est le secrétaire général de l'ORIAS. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Vous êtes les bienvenus. Merci à vous.